popularité favorable, comparable à celle d'Ibrahim Traoré. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Dans le monde, est-ce que Emmanuel Macron est plus aimé qu'Ibrahim Traoré? Non. Dans le monde, est-ce que François Soudan est plus aimé et populaire qu'Ibrahim Traoré? Non. Dans le monde, est-ce que le mythomane de Marwan Ben Yamed est plus aimé et populaire que le président du Faso, Ibrahim Traoré? Non. C'est-à-dire, d'abord, sur le plan de la réalité, Ibrahim Traoré les dépasse. On est d'accord là-dessus ou pas? Puisque même lui-même, il reconnaît ça. Dans leur article pourri de Jeune Afrique, ils disent qu'Ibrahim Traoré est extrêmement populaire dans le monde. Donc, ils reconnaissent qu'aucun des journalistes de Jeune Afrique n'était en popularité à la cheville, Ibrahim Traoré. Et ils reconnaissent même que, en comparaison d'opinions favorables dans le monde, Ibrahim Traoré a plus d'opinions favorables que Macron. Donc, voilà, on commence d'abord par là. 1. Ibrahim Traoré est objectivement plus populaire que Macron. Il est objectivement plus populaire que François Soudan. Il est objectivement plus populaire que Marwan Ben Yamed. Donc, la charge contre Ibrahim Traoré, c'est de la jalousie de gens qui sont impopulaires, voire non populaires ou moins populaires que lui. Ça, c'est le premier constat. C'est scientifique, il n'y a pas de débat dessus. Maintenant, on va se demander, mais qui a intérêt, qu'est-ce qui peut expliquer qu'il y ait, en plus donc de la popularité réelle du président Traoré, qu'est-ce qui peut expliquer qu'il y ait des créations de vidéos d'intelligence artificielle sur le président Ibrahim Traoré? On doit faire 3 hypothèses. Ces vidéos-là, qui sont des montages, et dont certaines bel et bien existent, il n'y a aucun doute. Qu'est-ce qui les explique? Mais c'est la popularité d'Ibrahim Traoré qui explique que les gens aient besoin de fabriquer encore plus d'images sur lui. S'il n'était pas populaire, on ne ferait pas ça sur lui. Ça, c'est 1. De 2, c'est parce que Ibrahim Traoré est fortement attaqué par les ennemis politiques de l'Afrique que les partisans d'Ibrahim Traoré à travers le monde redoublent de créativité pour le défendre. Je dis bien, premier argument. Pourquoi y a-t-il cette créativité autour de l'image d'Ibrahim Traoré? Mais parce que lui, il est populaire, on l'aime. Mouna Nyongo Aboukite Owa Bambelemo Konda. Quand ton frère te dépasse, porte son sac. Porte sa chaise. Porte sa chaise. C'est à cause de cette popularité réelle que les partisans, les sympathisants, les amis d'Ibrahim Traoré sur tous les continents prennent la chose en main et y apportent leur touche de créativité. C'est la deuxième raison. Mais il y a une troisième raison. Il peut y avoir des gens qui, individuellement, aimeraient imaginer des scènes fictives dans lesquelles le leader Traoré joue un certain rôle en relation même avec des personnes qui n'existent pas. Ibrahim Traoré n'a pas un bureau à partir duquel il peut empêcher quelqu'un de monter une vidéo d'intelligence artificielle à l'autre bout de la planète et la publier sur le web. Est-ce qu'il y a une police là qui soit capable d'empêcher quelqu'un qui est au Japon, en Chine, en Amérique latine, même au Burkina, quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire, quelqu'un qui est au Mali? Est-ce que Ibrahim Traoré a une police mondiale pour empêcher qui que ce soit de faire des vidéos d'intelligence artificielle? Non. Donc en fait, cela relève de la liberté de création des internautes et des citoyens à travers le monde. Ce n'est pas Ibrahim Traoré. Mais moi, ce qui me choque encore plus dans l'argument de François Soudan, c'est que François Soudan dit que les vidéos qui ont été faites sur Ibrahim Traoré, il en a repéré au moins 4 comme ça, qui sont hyper virales, qui sont hyper reproduites, etc. Mais écoutez, est-ce que honnêtement, il y a plus de vidéos d'intelligence artificielle faites sur Ibrahim Traoré que de vidéos d'intelligence artificielle faites sur Macron, sur Trump, sur Poutine, sur Xi Jinping, sur, je ne sais pas, le leader nord-coréen Kim Jong-un? Mais il y a des vidéos d'intelligence artificielle sur tout le monde. Pourquoi François Soudan ne compte-t-il pas le nombre de vidéos en montage d'intelligence artificielle qui sont faites sur Macron? Mais parce que la plupart des internautes à travers le monde font des vidéos négatives sur Macron. Donc Macron ne peut pas compter sur la créativité des internautes pour bonifier, pour ajouter, pour renforcer sa popularité réelle. Comme Macron est impopulaire, détesté par la majorité des Français et détesté par la majorité des opinions internationales, les vidéos qui sont faites sur lui sont mauvaises. C'est des vidéos qui le montrent encore plus mauvais qu'il n'est.
Donc, du coup, il ne peut pas compter sur la créativité des opinions pour bonifier son image, parce que dans l'opinion, d'abord, il est vomi. Donc, est-ce que vous comprenez le problème? Moi, je pense qu'il y a autant, même plus de vidéos d'intelligence artificielle faites sur Macron, mais elles sont négatives. Il n'a même pas intérêt à les reproduire. Alors que quand on compare le taux de positivité des vidéos d'intelligence artificielle qui sont faites sur le président du Faso, elles sont plus nombreuses. Donc, en fait, l'avantage est toujours à celui qui est réellement aimé par les gens. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, l'avantage est toujours à celui que les gens aiment réellement. Si tu es mauvais là, dans l'intelligence artificielle, on va essentiellement te faire jouer de mauvais rôles. Si tu es bon, malgré la volonté de tes ennemis de te faire jouer de mauvais rôles, la majorité des gens qui suivent l'actualité politique va te faire jouer de bons rôles dans l'intelligence artificielle. Il y a un type très laid, objectivement laid, comme on dit chez nous à Abidjan, un homme vilain, qui était allé voir un marabout. Il dit bonjour grand féticheur. Le féticheur lui dit bonjour. Il dit vraiment, il faut tout faire pour que je sorte joli dans la prochaine photo que je vais prendre chez le photographe. Le marabout lui a dit, photo là, c'est pas magie. Si tu es né boubou, tu vas sortir boubou. Photo, c'est pas magie. Si tu es né boubou, c'est-à-dire que si vraiment tu es laid, tu vas sortir laid dans la photo. Mais dans l'intelligence artificielle mondiale aussi, si tu es un dirigeant Ibrahim Traoré s'impose aujourd'hui comme une figure incontournable du paysage politique africain, et son ascension fulgurante dépasse largement les frontières du Burkina Faso. La popularité dont il jouit n'est pas le fruit du hasard ni d'une construction médiatique artificielle. Elle reflète un engagement réel, une vision claire pour le souverainisme et la libération de son pays du néocolonialisme. Dès les premiers instants de cette analyse, il est nécessaire de comprendre que derrière les chiffres, les comparaisons et les vidéos circulant sur les réseaux, se joue un véritable phénomène de conscience collective. Quelle leçon pour l'Afrique? Que l'opinion internationale, lorsqu'elle est favorable à un leader africain, est un indicateur tangible du potentiel de changement et d'influence réelle sur le continent. C'est ici que la chaîne « Quelle leçon pour l'Afrique » intervient, pour décortiquer ces faits et les relier aux dynamiques africaines en offrant une lecture critique et constructive. Franklin Nyamsi souligne un point fondamental. La popularité de Traoré dépasse celle de nombreux leaders occidentaux et africains. Emmanuel Macron, François Soudan, et même certaines figures médiatiques influentes ne suscitent pas un engouement comparable. Cela ne signifie pas simplement un effet de mode ou un soutien passager, mais plutôt une reconnaissance globale de la vision politique que représente Traoré. Cette observation nous invite à réfléchir sur la responsabilité des Africains eux-mêmes, soutenir activement ceux qui incarnent des valeurs de souveraineté et de progrès. Chaque commentaire, partage ou engagement autour de cette popularité est en réalité un acte de participation citoyenne qui nourrit la dynamique de changement. Quelle leçon pour l'Afrique? La notoriété ne doit pas être un simple trophée, mais un levier pour éveiller les consciences et encourager l'action collective. Un autre point central de l'analyse concerne l'utilisation de la créativité et des outils numériques autour de l'image du président burkinabé. Franklin Nyamsi insiste sur le fait que la prolifération des vidéos et des montages d'intelligence artificielle autour de Traoré n'est pas le signe d'une manipulation artificielle, mais bien la conséquence directe de sa popularité réelle. Les partisans et sympathisants, partout sur le continent et dans le monde, se mobilisent pour défendre, illustrer et renforcer l'image de leur leader. Cette dynamique met en lumière un principe fondamental. L'influence d'un dirigeant africain ne se limite pas à ses décisions politiques, mais s'étend à la capacité des citoyens à participer activement à sa valorisation. Ainsi, l'engagement numérique devient un indicateur de solidarité et de responsabilité collective. Quelle leçon pour l'Afrique? Que chaque citoyen peut, à sa manière, contribuer à la défense de son pays et de ses dirigeants visionnaires en utilisant les outils modernes de communication et de créativité. Nyamsi identifie également une troisième raison à cette effervescence, la liberté de création des internautes. Il n'existe aucune police mondiale capable de contrôler les contenus numériques, et c'est précisément cette liberté qui permet aux citoyens de réagir face aux tentatives de dénigrement ou de désinformation. Cette réalité met en évidence une vérité essentielle. La souveraineté d'un pays ne se limite pas à ses frontières ou à ses institutions. Elle inclut la capacité de sa population à défendre son image, à réagir face aux attaques et à influencer la perception globale. Dans ce contexte, les Africains doivent tirer une leçon claire, protéger l'intégrité et la réputation de leurs leaders visionnaires est une responsabilité collective.
La chaîne Quelles leçons pour l'Afrique invite ainsi chacun à comprendre que la vigilance numérique est désormais un outil stratégique dans la construction d'un continent plus fort et plus conscient. Enfin, Franklin Nyamsi met en lumière la question de la perception internationale. Il souligne que, contrairement à d'autres leaders mondiaux dont les contenus diffusés sont souvent négatifs, Ibrahim Traoré bénéficie d'un soutien majoritaire et positif dans les vidéos et montages circulant sur Internet. Cette distinction n'est pas anodine. Elle reflète la capacité d'un leader africain à inspirer non seulement son peuple, mais également une communauté globale attentive à la souveraineté et au développement du continent. Quelle leçon pour l'Afrique? Que le respect international n'est pas donné, il se mérite par l'action, l'exemplarité et la cohérence entre parole et engagement. Chaque geste, chaque décision politique de Traoré devient ainsi une source d'enseignement pour tous les dirigeants et citoyens africains. L'analyse de Franklin Nyamsi nous pousse à considérer également la dimension scientifique de la popularité. Il insiste sur le fait qu'Ibrahim Traoré est objectivement plus populaire que certains leaders occidentaux et africains, et que cette supériorité ne relève pas de la subjectivité ou de la propagande, mais de données concrètes, opinions favorables, engagement sur les réseaux et reconnaissance internationale. Dans ce constat, il est essentiel de comprendre que la popularité n'est pas un simple indicateur de charme ou de sympathie, mais un reflet de légitimité et de crédibilité. Quelle leçon pour l'Afrique? Que la légitimité d'un leader africain ne dépend pas uniquement des institutions, mais également de la reconnaissance de son peuple et du respect qu'il suscite au-delà des frontières. C'est un appel à valoriser ceux qui incarnent réellement le changement et à ne pas se laisser distraire par les critiques superficielles ou les campagnes de désinformation. Nyamsi aborde ensuite les critiques et attaques médiatiques dirigées contre Traoré, notamment celles de François Soudan et de certains médias occidentaux. Il met en lumière la jalousie et le ressentiment de certains acteurs impopulaires, dont l'objectif est souvent de minimiser ou de discréditer les figures africaines qui s'imposent sur la scène internationale. Ce phénomène est révélateur d'un enjeu plus vaste, la lutte pour la souveraineté de l'information et de l'opinion. Les Africains doivent être conscients que le contrôle des récits médiatiques est un terrain stratégique où se joue le futur de leur pays. Chaque attaque ou critique ne doit pas être perçue comme un obstacle, mais comme une opportunité pour renforcer la communication et la diffusion de faits vérifiés. Quelle leçon pour l'Afrique? Que le discernement et la capacité à interpréter les informations avec esprit critique sont des compétences essentielles pour protéger la dignité et la crédibilité des leaders africains. Un autre point crucial relevé par Nyamsi concerne la relation entre popularité réelle et intelligence artificielle. Il démontre que les vidéos et contenus numériques positifs autour de Traoré ne sont pas fabriqués par manipulation, mais émergent de la reconnaissance et de l'affection de ses partisans. Cette observation illustre un principe fondamental. La créativité et la participation des citoyens sont des leviers puissants pour renforcer l'image d'un leader. Dans un contexte où les technologies numériques sont omniprésentes, chaque Africain peut devenir un acteur de la valorisation de ses dirigeants et, par extension, de la promotion de valeurs de souveraineté et de développement. La chaîne Quelle leçon pour l'Afrique rappelle ici que l'engagement numérique n'est pas anodin. Il constitue un acte de responsabilité citoyenne et un instrument de transformation collective. Quelle leçon pour l'Afrique? Que la mobilisation positive des citoyens, à travers le numérique ou d'autres moyens, est un pilier de souveraineté et de pouvoir collectif. Nyamsi illustre également la spécificité du traitement médiatique appliqué aux leaders africains versus les leaders occidentaux. Il souligne que Macron ou Trump, malgré le volume de contenu généré sur eux, bénéficient rarement d'une représentation positive générée par le public. Traoré, en revanche, suscite une créativité numérique favorable, ce qui renforce son image et sa légitimité. Cette dynamique révèle une vérité plus profonde. L'amour et le respect du peuple constituent le meilleur bouclier contre les campagnes de désinformation. Pour l'Afrique, la leçon est claire. Construire une relation solide et authentique entre dirigeants et citoyens est une stratégie indispensable pour consolider l'autorité et la crédibilité des États. Enfin, l'exemple donné par Nyamsi sur l'homme vilain qui espère apparaître beau en photo illustre de manière métaphorique la réalité des leaders sur les réseaux numériques. La qualité et l'impact de l'image publique ne peuvent pas être artificiellement fabriqués. Si le leader est respecté et apprécié, cette popularité se traduit spontanément par des représentations positives. Inversement, un dirigeant détesté sera difficilement valorisé, même avec la technologie la plus avancée. Quelle leçon pour l'Afrique? Que le fond prime sur la forme, et que la véritable puissance d'un leader repose sur l'exemplarité, la justesse de ses actions et la sincérité de ses engagements. Toute tentative de manipulation superficielle sera perçue et rejetée, tandis que l'authenticité engendre soutien, créativité et influence durable.
L'analyse de Franklin Nyamsi permet de saisir que la popularité d'Ibrahim Traoré n'est pas seulement une question de chiffres ou d'opinion, mais un véritable levier de souveraineté et de libération pour le Burkina Faso. En se plaçant comme un acteur de changement capable de dépasser les influences néocoloniales, Traoré montre que l'Afrique peut produire ses propres modèles de leadership, crédibles et respectés au niveau mondial. Chaque geste, chaque initiative politique, chaque intervention publique devient ainsi un symbole de cette capacité africaine à s'affirmer dans le concert des nations. Quelle leçon pour l'Afrique? Que la souveraineté commence par la reconnaissance et la valorisation de nos propres leaders, et que le soutien populaire est une arme stratégique contre toute forme de domination externe. La chaîne « Quelle leçon pour l'Afrique » s'inscrit ici comme un catalyseur de réflexion collective. Comprendre ces dynamiques, les analyser et en tirer des enseignements pour renforcer l'indépendance politique et économique du continent. Nyamsi souligne également que les attaques contre Traoré sont en réalité un indicateur de sa réussite et de sa menace pour les forces néocoloniales. La jalousie et la critique ne sont pas le signe de faiblesse, mais la preuve que le président burkinabé incarne une alternative crédible et inspirante. Pour l'Afrique, cela implique une responsabilité claire. Soutenir activement les initiatives qui renforcent l'autonomie du continent, que ce soit sur le plan politique, économique ou culturel. Chaque critique extérieure doit être perçue comme une opportunité de clarifier, de défendre et de renforcer les positions africaines, plutôt que comme un obstacle. Quelle leçon pour l'Afrique? Que la vigilance et l'engagement citoyen sont indispensables pour protéger les avancées et les initiatives des leaders africains visionnaires. L'un des points les plus frappants de cette analyse concerne la créativité déployée par les citoyens et sympathisants pour représenter Traoré positivement à travers l'intelligence artificielle. Ce phénomène illustre une vérité profonde. Lorsque le peuple soutient un leader, il devient un acteur actif de sa valorisation. Loin d'être un simple outil de communication, la créativité citoyenne devient un instrument stratégique de consolidation du pouvoir et de diffusion d'un message souverainiste. Dans un monde où la perception publique peut influencer les décisions internationales, cette mobilisation représente une force concrète et tangible. Quelle leçon pour l'Afrique? Que l'engagement individuel, numérique ou culturel, participe directement... On va faire la même chose parce qu'en fait, nous, Burkinabé, Maliens, Guinéens, Nigériens, nous, on a de l'or. Hein. Vous en avez en réserve, mais ça va finir par sortir parce que vous n'en avez pas dans votre terre. Ça va finir. Nous, on a du pétrole, hein. On a du gaz, on a de l'eau à gogo. Hein. Vous en avez, mais vos réserves sont bientôt taries. Hein. Nous que vous voyez là, on a du coltan, mais on a des terres rares. Hein. Vous en avez presque plus. Hein. Donc, vous nous prenez en Sanférien, on vous prend en Sanférien. Quelqu'un prend, quelqu'un prend. Quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Quelqu'un prend, quelqu'un laisse. Oui! Et donc, je salue ici la sérénité, le calme avec lesquels les diplomates de l'AES ont fait savoir aux dirigeants occidentaux que le principe de réciprocité va être total. Et que, en fait, nous sommes convaincus que moins il y aura, de multinationales, de soldats, d'ONG, d'associations occidentales sur notre sol africain, mieux on se portera en Afrique. Ça, on le sait. Voilà pourquoi maintenant, après le délogement des troupes militaires, on est en train de surveiller les soldats déguisés en agents humanitaires dans les associations et les ONG. Vous pensez que les Africains ne savaient pas que vous sortez par la fenêtre vous sortez par la porte pour entrer par la fenêtre? On sait très bien qui nous perturbe, qui nous empêche de vivre en paix en Afrique depuis 600 ans au moins. Nous, on sait. Donc, si vous compliquez les politiques d'accès à vos territoires, les Africains vont faire la même chose. Et finalement, c'est vous qui ne serez plus approvisionnés en matière première stratégique. Vous ne serez plus approvisionnés en produits finis. On va commercer avec la Chine. On va commercer avec l'Amérique latine. Et le marché africain continental intérieur va se développer. On a un potentiel de développement du marché intérieur africain qui est immense. Si vous ne voulez pas que nous voyagions tranquillement de temps en temps sur vos terres, si vous nous vissez tout, nous on visse tout aussi. Vous restez chez vous, on reste chez nous. Et on va voir qui a besoin de qui. On va voir qui a besoin d'uranium pour éclairer ces villes. Qui a besoin de pétrole pour faire rouler ses voitures. On va voir, parce que nous on en a. C'est à cause de vous d'ailleurs que nous ne parvenons pas à l'exploiter correctement pour nous. Donc si vous voulez dégager en nous dégageant, si vous voulez nous dégager, on vous dégage, et on va voir qui va vivre mieux sur la Terre. On va se croiser peut-être dans le ciel ou sur d'autres planètes. Hein? Peut-être qu'on se croisera si on réussit à atterrir tous
à l'unir ou bien sur Mars. On va se croiser là-bas. Ah, les Africains, ils en sont là. Oui, on en est là. Si vous voulez un système de développement parallèle, si vous voulez créer des sociétés en vase clos, c'est votre problème, c'est vous les plus pauvres. Oui, l'Afrique sait quel est le continent le plus riche. Tout le monde a intérêt à être en relation avec l'Afrique. Normalement, les Africains, ils doivent être accueillis comme les princes et les princesses de ce monde, puisqu'ils sont sur les terres les plus riches. Donc, quand ils arrivent, normalement, vous devez être content, parce qu'il va y avoir du business. Il va y avoir de bonnes affaires. Il va même pas y avoir de bons cadeaux. La générosité africaine étant légendaire. Mais si vous continuez à vouloir nous traiter comme des parias sur la terre, attention, on va vous parier. Je crée le verbe parier. C'est-à-dire mettre dans la situation de paria. Vous voulez nous marginaliser, on vous marginalise. Vous voulez nous marginaliser, on vous marginalise. Et au final, c'est vous qui perdez. C'est vous qui perdez parce que c'est vous qui, à la base, n'avez rien. Et avez tout obtenu par la guerre, la prédation et la rapine. La ruse. C'est ça le fondement de votre accumulation primordiale. Maintenant, tout le monde est au courant. Et tous les peuples sont en train de se procurer les moyens de se défendre contre vos manières. Donc, attention, nous entrons dans un monde de la réciprocité diplomatique. Et l'Alliance des États du Sahel est une école monumentale en ce sens. Nous devons la saluer. Je suis fier d'être un fils adoptif du Sahel. Quand je vais au Sahel, vraiment, je me sens là où il faut. Au moment où il faut de notre histoire. Mais on ne peut pas défendre la cause africaine sans avoir le courage, eh bien, de continuer à éveiller nos diasporas, à renforcer nos diasporas. J'espère que vous savez que les Africains sont les premières populations autochtones de tous les continents du monde. Donc il ne faut pas que les Africains se sentent marginalisés sur la terre. Il ne faut pas qu'ils acceptent cette marginalisation. Car nous sommes les descendants des premiers habitants humains du monde. Quand vous remontez aux vestiges les plus anciens de la civilisation occidentale, vous trouvez les Noirs d'Afrique. Quand vous remontez aux États-Unis, dans les vestiges les plus anciens des civilisations américaines, vous trouvez les Noirs d'Afrique. Quand vous allez étudier les vestiges des civilisations de l'Asie, du Moyen-Orient, l'Asie du Sud-Est, l'Asie profonde jusqu'aux confins de la Chine, du Japon, vous trouvez la présence africaine. Vous allez sur le continent australien, vous trouvez la présence africaine. Les Africains sont les aborigènes de toute la Terre, c'est-à-dire ceux qui étaient là avant tout le monde. Nous ne devons pas être marginalisés, même si nous ne sommes pas les propriétaires du monde, parce que le monde a été créé par le Tout-Puissant. Nous sommes une civilisation spiritualiste et transcendentaliste. Nous savons quand même que nous sommes les premiers-nés de la création humaine. Oui! Et il faut que ces éléments entrent dans la psychologie des Africains. Il faut que les Africains se pensent de cette façon. Il faut que quand vous portez votre regard sur quelqu'un, il voit la conscience de votre dignité historique, immémoriale. Il faut qu'il sente ça. Quand il vous regarde, il faut qu'il voit la profondeur d'une âme qui est imbibée des enseignements les plus anciens de sa tradition. Dès les premières lignes, Franklin Nyamsi frappe fort. Il présente l'Alliance des États du Sahel comme un véritable laboratoire de dignité, un espace où l'Afrique réaffirme sa souveraineté et sa fierté. Il ne tourne pas autour du sujet. Ce que vivent les populations du Mali, du Burkina Faso ou du Niger n'est pas seulement un enjeu politique, mais un signal pour toute l'Afrique. Les gouvernements de ces pays, selon Nyamsi, ne se contentent pas de gérer des territoires. Ils favorisent l'éclosion de la personnalité de chacun, la liberté d'être soi-même, et protègent leurs citoyens contre toute forme d'injustice ou de pression extérieure. C'est cette capacité à affirmer la dignité qui devient un exemple pour l'ensemble du continent. Quelle leçon pour l'Afrique? Que la souveraineté ne se limite pas aux frontières, elle se traduit par la protection des citoyens et le respect de leur humanité, un principe fondamental que chaque nation africaine doit intégrer dans sa politique. Nyamsi met en lumière la richesse du continent avec une clarté presque palpable. L'Afrique possède de l'or, du pétrole, du gaz, de l'eau et des terres rares. Mais au-delà de l'évidence matérielle, il révèle une stratégie subtile, la réciprocité diplomatique. Si l'Afrique est maltraitée ou marginalisée à l'extérieur, elle doit se montrer capable de répondre avec équité. Ce message, loin d'être belliqueux, est un appel à la conscience africaine. Comprendre sa valeur et ne jamais accepter une position de dépendance. La chaîne Quelle leçon pour l'Afrique y trouve tout son sens. Chaque spectateur est invité à réfléchir sur le rôle stratégique de l'Afrique dans le monde et sur l'importance de défendre collectivement ses intérêts. Le message est limpide. La dignité et la souveraineté ne se négocient pas, elles se protègent et se cultivent. Dans son analyse,
Niamsi ne se limite pas à un constat économique ou géopolitique. Il évoque la présence étrangère sur le sol africain, les multinationales, les ONG, les soldats ou agents humanitaires venus d'ailleurs. Loin de stigmatiser, il décrit une réalité historique. Depuis des siècles, l'Afrique a dû faire face à des interventions qui limitent son autonomie. Quelle leçon pour l'Afrique? Reconnaître ces faits historiques ne sert pas à alimenter la rancune, mais à comprendre la nécessité d'une action coordonnée, souveraine et consciente. Les États du Sahel deviennent ainsi un modèle, réduire l'influence externe pour renforcer le contrôle interne et protéger les populations. La réflexion que propose Niamsi pousse chaque citoyen à envisager son rôle. La vigilance et l'engagement ne sont pas uniquement des prérogatives des gouvernants, ils relèvent de chaque Africain soucieux de son avenir. Il y a aussi dans le discours une dimension d'égalité et de justice économique. Niamsi souligne que si l'accès des Africains à certains territoires est compliqué, il en sera de même pour les étrangers. Le principe de réciprocité doit guider toutes les relations internationales. Il prévient, qui marginalise perdra, car les richesses de l'Afrique sont tangibles et stratégiques. Ici encore, quelle leçon pour l'Afrique intervient? Il ne s'agit pas de se montrer agressif, mais de comprendre la valeur de ses propres ressources et de créer des relations équilibrées, fondées sur le respect mutuel. L'enseignement est double. Protéger ce qui est à nous tout en construisant un dialogue juste et respectueux avec le reste du monde. Niamsi place également une forte emphase sur l'autonomie économique et le marché intérieur africain. Il rappelle que l'Afrique possède un potentiel immense de développement interne. Les échanges entre pays africains, la valorisation des ressources locales et la diminution de la dépendance aux importations doivent devenir la norme. Cette vision rejoint directement le message de la chaîne. Chaque citoyen doit comprendre que sa responsabilité va au-delà de l'économie domestique, elle touche au destin collectif de l'Afrique. Les leçons à tirer sont claires, investir localement, commercer équitablement entre nations africaines et réduire la dépendance extérieure sont autant de moyens de construire un continent plus fort et plus uni. Un autre aspect clé du discours est l'histoire et la conscience culturelle africaine. Niamsi rappelle avec force que les Africains sont les premiers habitants de la Terre, présents dans les vestiges des civilisations les plus anciennes sur tous les continents. Cette idée n'est pas simplement historique, elle est profondément philosophique. Comprendre ses racines, sa place dans l'histoire de l'humanité, nourrit la confiance et la lucidité. Quelle leçon pour l'Afrique? La connaissance et la reconnaissance de son passé sont des instruments de puissance. Elles permettent de résister à toute marginalisation et de développer une identité collective forte. Quelle leçon pour l'Afrique accompagne cette réflexion, soulignant qu'éveiller les consciences passe par l'histoire autant que par l'actualité. Enfin, Niamsi conclut sa vision par un message de responsabilité et d'espérance. L'Afrique doit refuser la marginalisation, défendre sa souveraineté et cultiver sa dignité avec constance. Le combat n'est pas seulement politique, il est moral, culturel et collectif. L'avenir du continent dépend de la capacité des Africains à agir de manière consciente et solidaire, à défendre leurs ressources et à développer leur marché intérieur, tout en gardant un esprit ouvert aux échanges justes. La chaîne, quelle leçon pour l'Afrique incarne cette mission? Éveiller la conscience, inviter à l'action et rappeler à chacun que la renaissance africaine passe par la sagesse, la lucidité et l'engagement de tous. La réflexion de Niamsi s'enracine dans une vision stratégique de l'Afrique moderne. Il ne se limite pas à une dénonciation, il propose un plan implicite de résilience et de valorisation continentale. L'Alliance des États du Sahel devient ainsi un modèle concret pour comprendre comment l'Afrique peut se libérer progressivement des influences extérieures qui, depuis des siècles, ont limité son développement. Chaque geste, chaque décision diplomatique prise par ces États constitue un enseignement. La souveraineté ne se décrète pas uniquement au sommet des gouvernements, elle se construit patiemment, avec rigueur, en plaçant l'intérêt collectif au-dessus des intérêts individuels ou étrangers. Quelle leçon pour l'Afrique? Que l'unité et la conscience collective sont des armes plus puissantes que tout arsenal extérieur, et que la prospérité durable ne peut naître que de l'autonomie et de la solidarité entre nations africaines. Niamsi attire également l'attention sur un élément souvent négligé, la réciprocité comme principe fondateur des relations internationales africaines. Il explique que si les Africains se voient refuser certains droits ou libertés à l'extérieur, il est juste et stratégique d'appliquer la même logique. Cela n'a rien d'hostile, c'est une manière d'instaurer l'équilibre et le respect mutuel. Pour quelle leçon pour l'Afrique? Ce point est crucial. Il montre que comprendre les mécanismes de la diplomatie mondiale et savoir se défendre de manière équitable est une compétence essentielle pour chaque citoyen africain et chaque dirigeant. L'enseignement ici est double. L'Afrique doit protéger ses intérêts et apprendre à se faire respecter, tout en évitant la confrontation inutile, en s'appuyant sur la diplomatie et la sagesse historique. Une dimension particulièrement forte du discours est l'autonomie économique. Niamsi rappelle que l'Afrique possède des ressources stratégiques considérables,
Or, pétrole, gaz, coltan, terres rares, eau abondante. Mais ces richesses ne sont pas seulement matérielles, elles représentent un levier de négociation et une clé pour l'indépendance du continent. Selon lui, en développant son marché intérieur et en limitant la dépendance aux puissances extérieures, l'Afrique peut non seulement protéger ses citoyens mais aussi accroître son influence sur la scène mondiale. La leçon pour l'Afrique est limpide. Connaître la valeur de ses ressources, les gérer avec discernement et investir dans la coopération intra-africaine sont des actes de souveraineté et de responsabilité citoyenne. Les spectateurs de Quelles leçons pour l'Afrique sont ainsi invités à réfléchir à leur rôle dans la valorisation de ces richesses, qu'ils soient économiques, culturelles ou politiques. Niamsi va plus loin en évoquant l'histoire et l'identité africaine. Il rappelle avec force que les Africains sont les premiers habitants de la Terre et qu'ils ont marqué toutes les civilisations anciennes. Ce rappel historique est essentiel, il n'a pas seulement une valeur culturelle, il nourrit la confiance et la lucidité nécessaires pour construire une Afrique qui refuse la marginalisation. Quelle leçon pour l'Afrique? Se souvenir de son passé est un outil de puissance. C'est par la connaissance et la fierté de ses racines que chaque citoyen peut défendre ses droits et participer activement à la transformation de son continent. La chaîne, par sa voix et sa mission, cherche à éveiller cette conscience historique et à rappeler à chaque Africain son rôle dans l'histoire vivante de l'Afrique. Niamsi souligne également l'importance de l'éducation et de la formation des jeunes générations. L'Alliance des États du Sahel, selon lui, offre un cadre où les citoyens peuvent développer pleinement leur potentiel, sans subir de contraintes externes ou d'influences étrangères injustes. Cette idée rejoint le message central de la chaîne, l'avenir de l'Afrique dépend de sa jeunesse, consciente, éduquée et engagée. La leçon est claire, investir dans l'éducation, la culture et le savoir est autant un acte de souveraineté que la protection des ressources naturelles. Les spectateurs sont invités à s'impliquer, à partager ses idées et à participer activement à la construction d'une Afrique plus juste et consciente. Enfin, Niamsi met en avant une vision d'espoir et de responsabilité collective. L'Afrique, selon lui, a la capacité de se défendre, de négocier à égalité et de créer des relations équilibrées avec le reste du monde. Il rappelle que la prospérité ne se limite pas à la richesse matérielle, elle passe par la dignité, le respect mutuel et la conscience historique. Quelle leçon pour l'Afrique prend ici tout son sens. Chaque réflexion, chaque action et chaque partage est un acte d'engagement pour le futur du continent. La chaîne ne se contente pas d'analyser, elle invite les Africains à prendre conscience de leur rôle, à défendre leurs droits et à construire collectivement un continent où la sagesse, la vigilance et la solidarité sont les piliers de l'avenir. Niamsi insiste sur la cohérence entre dignité individuelle et souveraineté collective. Chaque citoyen africain doit percevoir sa valeur dans le cadre d'une communauté consciente de ses forces et de son histoire. L'Alliance des États du Sahel devient un exemple concret de cette idée. Les gouvernements ne se contentent pas de gérer des territoires ou de protéger des ressources, ils créent un environnement où chaque personne peut s'épanouir pleinement. Quelle leçon pour l'Afrique? Que la vraie puissance d'un continent réside dans la capacité de ses citoyens à se sentir dignes, respectés et capables de contribuer à l'avenir collectif. La chaîne Quelle leçon pour l'Afrique incarne cette vision en rappelant que la souveraineté ne se réduit pas à la politique extérieure, elle se traduit par la construction d'une société consciente et responsable. Il y a dans le discours de Niamsi une mise en garde subtile mais ferme contre l'imposition d'injustices extérieures. Il évoque l'histoire des interventions étrangères et leur impact sur le développement africain. Mais son propos ne vise pas la confrontation, il propose l'équilibre et la réciprocité. Si l'Afrique est marginalisée ou privée de certains droits, elle doit répondre en protégeant ses propres intérêts de manière juste et proportionnée. Cela constitue une leçon majeure, la défense de ses droits n'est pas une agression, c'est une affirmation légitime de souveraineté. Pour quelle leçon pour l'Afrique? Cette idée est centrale. Comprendre l'histoire et agir avec lucidité permet de transformer les déséquilibres en opportunités pour bâtir un continent plus fort. Niamsi met également en avant le rôle stratégique des ressources africaines. Il rappelle que le continent possède l'or, le pétrole, le gaz, le coltan et les terres rares. Mais il insiste sur la manière dont ces richesses doivent être utilisées. Elles ne doivent pas seulement générer des profits, elles doivent servir à construire une Afrique autonome et prospère. La leçon pour l'Afrique est essentielle. Connaître la valeur de ses ressources et les gérer collectivement est un acte de responsabilité et de puissance. Les spectateurs de la chaîne sont invités à comprendre que cette gestion stratégique n'est pas seulement politique. Elle relève de l'éducation, de la réflexion citoyenne et de la vigilance collective. Le discours de Niamsi prend également une dimension culturelle et historique profonde. Il rappelle que les Africains sont les premiers habitants de la Terre, présents dans tous les continents à travers l'histoire. Cette dimension dépasse le simple constat historique. Elle nourrit la confiance, la fierté et la lucidité nécessaires pour affronter les défis actuels. Quelle leçon pour l'Afrique?
que la conscience de ses racines et de sa place dans l'histoire est une force incomparable. Elle permet Devant le monde entier suffisait à fissurer des décennies, voire des siècles de récits imposés à l'Afrique. Imaginez le poids de chaque syllabe, le frisson qui parcourt toute une génération quand l'histoire, hier soir, n'a pas simplement chuchoté mais a tremblé, ouvrant une brèche dans le mur des certitudes. Ibrahim Traoré, jeune président burkinabé, d'un ton ferme et sans détour, a rendu hommage à Laurent Gbagbo devant un continent suspendu à ses lèvres. Ce n'était pas un simple geste protocolaire, ni la répétition d'un hommage déjà entendu dans les salons feutrés du pouvoir. C'était un séisme politique, dont l'onde a traversé non seulement les studios d'Abidjan, mais aussi les couloirs silencieux de Paris, les bureaux lambrissés de Bruxelles et jusqu'aux salles de crise de Washington. Une phrase a tout bouleversé. Même l'histoire n'a pas brisé Gbagbo. Ce message simple en apparence a glacé la réaction des médias internationaux. Dans la minute, les rédactions se sont figées, cherchant à comprendre la portée de ces mots. Traoré n'a pas convoqué un passé lointain ou mythifié. Il a défié en direct le récit dominant qui voudrait voir l'Afrique s'agenouiller devant des verdicts venus d'ailleurs, devant des jugements qui ne lui appartiennent pas. Ce discours n'a rien d'un épilogue. Au contraire, il ouvre une nouvelle ère, une rupture avec le cycle des humiliations et des dépendances. Ce n'est pas la nostalgie d'anciennes luttes, mais la volonté d'en finir avec l'héritage de la peur. Devant la jeunesse africaine, Traoré affirme que la dignité n'est jamais négociable, même face à la pression du monde entier. Ce message, lancé comme un défi, est un appel à l'insoumission. En cet instant, la salle ne ressemble plus à une simple cérémonie. Elle se transforme en champ de bataille symbolique, chaque mot pesant aussi lourd qu'un acte de résistance. Traoré ne célèbre pas seulement un homme resté debout sous la tempête. Il trace une ligne nette entre ceux qui ploient et ceux qui tiennent tête. C'est une invitation à choisir son camp, à refuser la fatalité du silence et de la soumission. Mais attention, si ce discours est mal compris, minimisé ou récupéré, l'Afrique pourrait perdre l'occasion cruciale de reprendre la plume de sa propre histoire. Ce qui se joue dépasse la réputation d'un ancien président. C'est la possibilité, pour un continent entier, de se réapproprier son destin et de redéfinir sa souveraineté face au monde. C'est un tournant. Soit l'Afrique s'affirme, soit elle disparaît des radars, condamnée à une existence de second plan. Pour saisir la portée de ce geste et l'ampleur de son écho, il faut revenir sur le parcours de Laurent Gbagbo et les tensions profondes de l'Afrique de l'Ouest. Comprendre la trajectoire de Gbagbo, c'est éclairer les fractures, les espoirs et les trahisons d'une région qui n'a jamais cessé de lutter contre les forces extérieures. Remontons le fil du temps. À la fin de l'année 2010, la Côte d'Ivoire s'enfonce dans une crise post-électorale d'une ampleur inédite. Ce n'est plus une simple contestation de résultats, mais un bras de fer où chaque camp revendique la légitimité pendant que les puissances étrangères entrent dans la danse. Les ambassades s'agitent, les téléphones chauffent, les avions diplomatiques atterrissent en toute urgence. Abidjan sous tension se métamorphose en théâtre de lutte. Les médias internationaux braquent leurs projecteurs sur une ville assiégée où chaque carrefour devient le point de bascule d'un destin collectif. On se souvient des images, des blindés dans les rues, des familles réfugiées dans les églises, des barricades montées à la hâte. Qui désormais peut décider de l'avenir africain ? L'ingérence n'est plus voilée. Elle s'affiche sans détour. Résolution de l'ONU, pression diplomatique, intervention militaire. Tout converge pour peser sur l'issue, redéfinir la trajectoire du pouvoir africain. La souveraineté jusqu'alors acquise se retrouve négociée, suspendue, fragilisée. C'est une scène qui rappelle d'autres épisodes, l'intervention française au Rwanda dans les années 90, l'éviction de Patrice Lumumba au Congo en 1961, ou plus récemment, l'intervention en Libye qui a bouleversé tout le Sahel. Laurent Gbagbo, alors président, symbolise le refus. Son arrestation sous la menace des chars, puis son extradition vers la Haye, marquent un point de non-retour. Jugé devant la Cour pénale internationale, il devient malgré lui le symbole d'une résistance broyée par les volontés extérieures. On se souvient de ces images, un homme fatigué mais debout, qui refuse de plier malgré l'isolement et la pression internationale. Pour beaucoup en Afrique comme dans la diaspora, ce scénario sonne comme une rengaine. Depuis des décennies, chaque leader qui ose défier l'ordre établi s'expose à la même mécanique. Humiliation publique, exil forcé, procès sur la scène internationale. On pense à Thomas Sankara, trahi par ses pairs et assassiné pour avoir voulu une Afrique autonome. On pense à Kwame Nkrumah,
renversé par un coup d'État soutenu par l'étranger. La souveraineté du continent paraît sans cesse remise en cause, toujours sous tutelle, jamais acquise. Ce schéma inquiète car il menace l'avenir. Fermer les yeux, c'est condamner les générations suivantes à une Afrique vulnérable, dépendante des décisions étrangères. Laisser ces récits s'effacer, c'est risquer que l'affaiblissement devienne la règle, que la voix africaine disparaisse des débats mondiaux. C'est accepter que d'autres écrivent notre histoire, décident de nos priorités, imposent leurs modèles éducatifs et économiques. Pourtant, le symbole Gbagbo tient bon. Sa figure, forgée dans la tourmente, inspire une réflexion nouvelle chez les jeunes leaders africains. Ceux, à l'image d'Ibrahim Traoré, qui n'acceptent plus la peur en héritage et voient dans l'épreuve des anciens la promesse d'un renouveau stratégique. C'est une dynamique déjà perceptible à travers le continent. Au Mali, au Niger, au Burkina Faso, de jeunes chefs d'État remettent en question les accords militaires, exigent la révision des contrats miniers, réclament la maîtrise totale de leur monnaie. Pour comprendre la portée de ce tournant, il faut revenir sur le moment précis où Ibrahim Traoré, lors d'un discours, choisit de saluer publiquement la résilience de Laurent Gbagbo. Ce geste, en apparence symbolique, va bouleverser l'équilibre des récits des politiques africains. Car il s'agit d'autre chose qu'un hommage. C'est une déclaration d'indépendance, un acte de rébellion contre l'ordre mondial établi. Quand l'épreuve se transforme en creuset d'une force politique inédite, il ne s'agit plus seulement de survivre. L'humiliation transmutée en puissance devient la matrice d'une génération en quête de repères. Laurent Gbagbo, face à l'implacable machine judiciaire internationale, n'a jamais flanché. Même derrière les murs glacés de La Haye, il est resté droit, observé comme un homme condamné par le monde entier. Mais son acquittement n'a pas effacé l'affront, il a fissuré le récit imposé par les puissances étrangères et leurs relais. Exposé comme symbole de défaite, Gbagbo est devenu le paradoxe vivant d'une Afrique debout. Sa chute annoncée a donné naissance à une parabole de dignité. Cette dignité, c'est ce qui manque le plus cruellement à ceux qui acceptent de plier, de s'excuser pour exister. Elle inspire des jeunes, dont certains à l'université de Dakar, qui lancent pour des mouvements de désobéissance civile ou fondent des associations pour la restitution du patrimoine africain. De cette parodie de justice, le continent a tiré une leçon tenace. La souveraineté ne se réclame pas, elle s'impose. Elle grandit dans la résistance muette, dans la capacité à rester debout alors que tout menace de s'effondrer. C'est l'exemple de Nelson Mandela, resté 27 ans en prison avant d'accéder à la présidence. C'est l'exemple de Amilcar Cabral, assassiné pour avoir voulu libérer la Guinée-Bissau de la domination portugaise, mais qui demeure, des décennies plus tard, une référence pour les mouvements de libération. Dans le secret des écoles de pouvoir africaines, la posture de Gbagbo est étudiée et disséquée. Ce n'est pas la victoire judiciaire qui captive, mais la manière d'affronter l'orage sans détourner le regard. Être un cas d'étude. On le voit dans les cursus des écoles de formation politique à Lomé ou à Addis Abeba, où des séminaires se penchent sur l'histoire de la résistance face aux pressions internationales. Ibrahim Traoré, enfant du Sahel désenchanté, fait sienne cette leçon silencieuse. Il rompt avec le compromis imposé, s'inspire d'une endurance qui n'est pas soumission, mais affirmation d'une direction. Même dans la solitude, même contre tous. Il le prouve en expulsant, en moins d'un an, plusieurs bases militaires étrangères du Burkina Faso, en réclamant la revalorisation des contrats miniers, en lançant des programmes d'alphabétisation nationale. Cette résilience a un coût, mais sa portée dépasse le sort d'un seul homme. Ne pas comprendre cette puissance, c'est ignorer la maturation d'une nouvelle doctrine politique africaine. L'histoire de Gbagbo devient la matrice d'une résistance, un manifeste pour ceux qui refusent de vivre dans la peur. La dignité ne se négocie pas, elle s'impose par le refus de l'effacement. Cela se traduit dans les chansons des artistes engagés, dans les graffitis de rue, dans les livres d'auteurs comme Alain Mabankou ou Léonora Miano. Là où d'autres plient, certains choisissent la verticalité. Ce choix infuse désormais les esprits de Bamako à Ouagadougou, de Niamey jusqu'aux périphéries du continent. C'est une contagion silencieuse. Dans les écoles, les universités, les marchés, le mot dignité prend un sens neuf. Il ne s'agit plus de slogans, mais de pratiques concrètes. Lancer des coopératives agricoles, créer des médias indépendants, organiser des forums citoyens. Le cœur du conflit n'est plus simplement la lutte contre l'ingérence, mais la capacité à transformer la blessure en boussole, le stigmate en socle fondateur. Gbagbo, sans l'avoir cherché, a ouvert un sillon où la jeunesse puisera de quoi écrire un nouvel horizon. C'est le cas dans les quartiers populaires d'Abidjan, où des collectifs de jeunes s'organisent pour surveiller la transparence des élections locales et exiger des comptes à leurs élus.
Les analystes européens évoquent la résilience, mais sur le continent africain, le mot qui circule est dignité réinventée. Cette dignité, c'est refuser de quémander, c'est exiger des partenariats d'égal à égal. On la retrouve dans la renaissance des festivals culturels africains, dans la montée des monnaies locales complémentaires, dans la volonté de créer des universités panafricaines. Dans cet esprit, une nouvelle génération naît. Elle ne veut plus survivre sous tutelle, mais forger ses propres alliances, briser les chaînes narratives et inscrire la souveraineté comme acte fondateur. Au Sénégal, des mouvements citoyens comme Y'en a marre prônent le réveil démocratique et l'engagement civique. Au Ghana, le programme Year of Return invite la diaspora à investir et à s'impliquer dans la reconstruction nationale. La rupture stratégique de Traoré, loin d'être un coup d'éclat isolé, s'inscrit dans cette dynamique. Une doctrine qui se construit pas à pas à travers les actes, les mots et les silences partagés. Elle s'incarne aussi dans la coopération militaire renforcée entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, qui pour la première fois mutualisent leurs ressources pour défendre leur territoire, sans attendre la validation d'une puissance extérieure. Mais ce nouvel équilibre reste fragile. À chaque avancée, des risques inédits apparaissent, testant la solidité de cette doctrine naissante. Comment la jeunesse africaine saura-t-elle transformer l'inspiration en pouvoir concret ? Comment éviter que les vieilles élites ne récupèrent cette énergie pour perpétuer des systèmes délétères ? Et si la résistance d'hier devenait la stratégie de demain ? Si, au lieu de subir les coups, l'Afrique réinventait ses propres règles du jeu ? Lorsque Ibrahim Traoré salue la résilience de Laurent Gbagbo, il ne rend pas simplement hommage à un aîné. Il redéfinit la scène politique du continent en incarnant une affirmation sahélienne puisant sa force dans la rupture avec la dépendance et la naissance d'un nouveau bloc régional. L'Alliance du Sahel ne se limite plus à une coalition militaire. Elle impulse une renaissance psychologique, une volonté partagée de tourner la page de la soumission à l'Occident. De Bamako à Ouagadougou, la souveraineté cesse d'être un slogan pour devenir une exigence centrale, au cœur des choix nationaux. Désormais, l'Afrique ne veut plus survivre à la tempête des ingérences. Elle entend en sortir transformée, maîtresse de son propre destin. Cette transformation se lit dans la multiplication des sommets régionaux, dans la création de zones de libre-échange intra-africaines, dans la montée de nouvelles élites économiques issues de la société civile et non des réseaux traditionnels. Ce mouvement, dont Gbagbo devient l'un des symboles fondateurs, inspire la jeunesse africaine et inquiète les capitales occidentales. À Bruxelles, Paris ou Washington, voir l'ancienne résistance s'aligner avec les nouveaux dirigeants est vécu comme un séisme politique. Ce geste n'est donc pas le point final d'une histoire, mais le début d'une dynamique capable de bouleverser l'équilibre régional et de reconfigurer les rapports de force. Il rappelle à bien des égards le basculement opéré dans les années 60 lors des indépendances, où chaque geste, chaque mot avait une portée de rupture. À présent, la souveraineté n'est plus négociable. Elle prend corps dans les choix économiques, éducatifs et diplomatiques qui, pour la première fois depuis plusieurs décennies, échappent à la tutelle étrangère. On le voit dans la volonté de certains pays de créer leur propre plateforme numérique, d'investir massivement dans l'agriculture locale ou de nationaliser des ressources stratégiques. L'enjeu est immense. Si ce mouvement échoue, l'Afrique risque de retomber dans la fragmentation, la dépendance et la marginalisation mondiale. Mais s'il réussit, il ouvre la voie à une autonomie réelle, capable d'inspirer d'autres régions du globe, à l'image des révolutions sud-américaines ou asiatiques. L'hommage à Laurent Gbagbo, loin d'être un épilogue, devient ainsi un acte fondateur. Il trace le sillon d'une génération décidée à ne plus hériter de la peur et à faire de la dignité la pierre angulaire de ses ambitions collectives. Ce n'est pas un geste isolé, c'est une stratégie consciente qui repose sur la mémoire, la solidarité et la création de nouveaux récits. On le voit dans la multiplication des films africains primés à l'international, dans la montée de start-up technologiques portées par de jeunes entrepreneurs du continent, dans la volonté de réécrire l'histoire dans les manuels scolaires. Mais ce nouveau souffle n'est pas sans risque. Chaque victoire peut attirer de nouvelles pressions, et chaque choix souverain, des représailles imprévisibles. Jusqu'où les dirigeants iront-ils pour préserver cette autonomie fragile ? Seront-ils prêts à assumer les conséquences économiques d'un divorce avec certaines puissances, à supporter le poids de l'isolement diplomatique si nécessaire ? Ce récit n'est pas réservé aux chefs d'État. Il s'adresse à tous, du vendeur de rue à Ouagadougou, à l'étudiante de Dakar, jusqu'aux familles de la diaspora. Chacun, à son niveau, est porteur de cette histoire en devenir. À Lagos, des collectifs de jeunes dénoncent les contrats léonins signés avec des multinationales.
À Douala, des associations de femmes s'organisent pour défendre l'accès à la terre et à la formation. À Paris, des diasporas s'unissent pour défendre la mémoire des résistances africaines oubliées. On pourrait croire que la résilience de Laurent Gbagbo ou Sage traverse les hiérarchies et les frontières. Chacun peut s'en emparer. Il s'agit de retrouver le courage de dire non, de refuser les compromis qui humilient, d'oser la solidarité dans l'adversité. C'est ainsi que naissent les grands mouvements populaires, comme ce fut le cas lors des marches contre l'apartheid en Afrique du Sud ou des manifestations pour la démocratie au Bénin dans les années 90. Aujourd'hui, endurer la pression ne relève plus de la simple survie. C'est un acte de pouvoir, une posture qui change la donne. Traoré insiste. Ne pas céder, même sous la tempête, c'est affirmer une autorité nouvelle, qui ne dépend plus du regard extérieur. C'est décider, collectivement, de ce que l'on veut être, de ce que l'on refuse de devenir. La mémoire des luttes, loin d'alourdir, protège. Se souvenir de ceux qui ont résisté, c'est apprendre à reconnaître les pièges, à défier les récits imposés. L'histoire de Gbagbo, jugé puis acquitté, exemple s'inspirer du refus de Nkrumah de signer des accords défavorables, ou de la ténacité de Samori Touré face à la colonisation française. La dignité n'est pas un luxe pour l'Afrique. Elle est vitale, un rempart contre la dilution dans le tumulte des pressions étrangères. Protéger sa dignité, c'est dresser une barrière morale. Tant qu'on refuse de se renier, personne ne peut décider de notre avenir à notre place. C'est aussi, très concrètement, refuser d'adopter des modèles éducatifs qui nient nos langues et nos savoirs, ou de signer des traités qui bradent nos ressources. Cette posture s'incarne partout. Résister ne se limite pas à la scène politique. Elle s'exprime dans les gestes quotidiens, les choix solidaires, le refus de la résignation. De Bamako à Paris, tenir debout devient un fil tendu entre les générations. C'est dans la transmission orale des anciens, dans les chansons de griots, dans le courage des femmes qui tiennent les marchés contre vent et marée. Reconnaître la continuité historique, c'est s'armer contre la fatalité. Chaque acte de résistance s'inscrit dans une chaîne vivante, où nul n'est spectateur. Cette conscience collective agit comme un rempart invisible, mais décisif contre l'ingérence. Elle permet de construire un imaginaire commun où la fierté et la solidarité l'emportent sur la peur et la division. Le risque serait de laisser ces exemples devenir des légendes figées, hors d'atteinte. Mais ces leçons sont vivantes, elles sont des outils utilisables dès maintenant. Dans nos familles, nos communautés, nos pays, elles servent à refuser la soumission et à bâtir des lendemains souverains. C'est ce que font déjà, chaque jour, les enseignants qui réécrivent les manuels scolaires, les artistes qui célèbrent les héros locaux, les entrepreneurs qui investissent dans les circuits tout court. À travers son hommage, Traoré invite à un changement de regard. Ce n'est plus la peur qui façonne l'avenir africain, mais la lucidité et l'orgueil de ceux qui ont traversé la tempête sans plier. C'est là que réside la vraie révolution, dans la capacité à se regarder en face et à refuser la honte imposée. Mais cette prise de conscience, aussi précieuse soit-elle, n'est qu'un premier pas. Reste à comprendre comment elle peut se traduire en actions concrètes et collectives. Quelles sont les étapes pour faire de la dignité une réalité quotidienne ? Premièrement, il s'agit de s'organiser localement, créer des comités citoyens, renforcer les syndicats, participer aux réunions de quartier. C'est ainsi qu'en Afrique du Sud, le mouvement des Sans-Terre a pu obtenir des avancées majeures contre les expulsions. En Côte d'Ivoire, des réseaux de femmes se réunissent pour défendre le droit à l'éducation des filles, en dépit des pressions sociales. Deuxièmement, il faut investir dans l'éducation et la transmission. Réécrire les programmes scolaires pour y inclure les héros africains, les histoires de résistance locale, les langues nationales. Au Rwanda, l'accent mis sur l'enseignement de la langue Kinyarwanda et l'histoire du pays a permis de renforcer l'unité nationale après le génocide. Troisièmement, il est crucial de soutenir l'économie locale, acheter auprès des producteurs africains, favoriser les monnaies locales, encourager l'entrepreneuriat solidaire. Au Ghana, la promotion du Made in Ghana a permis de relancer des industries de textiles et alimentaires, créant des centaines de milliers d'emplois. Quatrièmement, il convient d'utiliser la technologie à bon escient, créer des plateformes numériques africaines, promouvoir les contenus culturels locaux, protéger les données personnelles contre l'exploitation étrangère. Au Nigeria, l'application Paystack, développée par de jeunes ingénieurs locaux, a révolutionné le paiement électronique, renforçant la souveraineté économique du pays. Cinquièmement, il faut renforcer la solidarité panafricaine, échanger des bonnes pratiques entre pays, organiser des forums régionaux,
mutualiser les ressources pour la recherche, la défense, l'agriculture. L'Union africaine, malgré ses limites, reste un cadre à investir et à transformer de l'intérieur. Enfin, il s'agit de cultiver l'esprit critique, apprendre à décoder les récits médiatiques, à questionner les intérêts cachés, à dénoncer les fake news qui servent les agendas étrangers. Former des journalistes indépendants, créer des médias alternatifs, encourager le débat public. Si ces paroles éveillent quelque chose en vous, alors vous êtes déjà la graine du changement. Ce n'est plus le moment d'être spectateur de l'histoire. Il est temps de l'incarner, chacun selon sa voie. La souveraineté et la dignité ne sont pas de vains mots. Ce sont des engagements quotidiens dressés face à la tentation de la résignation et à la pression de l'abandon. Ce que nous venons d'entendre n'est pas un simple hommage. C'est une alerte, un appel à rompre avec la soumission ordinaire, à refuser que d'autres écrivent notre récit, et à puiser la force dans l'exemple de ceux qui ont résisté avant nous. L'Afrique n'est pas destinée à flotter au gré des courants venus d'ailleurs, mais à forger, à partir des tempêtes, les fondations d'un lendemain assumé. C'est le défi de notre génération. Notre génération n'a pas reçu la peur en héritage. Elle reçoit une tâche, prolonger la chaîne de résistance, non par nostalgie, mais par exigence de respect de soi. Il ne s'agit pas d'imiter le passé, mais de redéfinir le présent, et d'imposer que la dignité ne se négocie jamais, sous aucun prétexte. Ce n'est pas de l'orgueil mal placé, mais une condition de survie. C'est l'assurance de ne plus jamais voir un dirigeant africain humilié sur une scène internationale sans que le continent entier ne réagisse. Manquer ce rendez-vous, c'est condamner la génération suivante à grandir sous des histoires dictées, des modèles importés, des injonctions étrangères. C'est risquer qu'en une décennie ou deux, l'Afrique ne soit plus qu'une ombre, un écho de volonté étrangère. Mais saisir cette chance, c'est conquérir une autonomie réelle, gagner le respect et s'offrir enfin une voix qui compte sur la scène mondiale. C'est participer, à notre mesure, à la grande réécriture du destin africain. Personne ne façonnera l'avenir à notre place. Chacun doit porter ce message dans sa famille, dans son école, dans sa rue. La dignité ne se transmet pas. Elle se conquiert chaque jour par le courage et la clarté. L'histoire ne se limite pas à célébrer les héros d'hier. Elle attend toujours celui ou celle qui franchira la ligne, qui dessinera une nouvelle voie et qui refusera la soumission envers et contre tout. Si en vous quelque chose vibre à ces mots, sachez-le. La boucle n'est pas une fin, mais une ouverture. C'est à nous d'écrire la suite, de porter ensemble la promesse du possible. Prenez le relais, inventez vos propres réponses et surtout n'oubliez jamais que chaque... Ce qu'il s'est passé au Sahel, où on a les preuves, et d'ailleurs les Russes le revendiquent eux-mêmes après l'avoir nié, qu'il y a eu de l'argent russe pour payer des influenceurs qui se disaient panafricanistes, souverainistes africains ou des influenceurs français, pour faire quoi? Pour cracher sur la France. Cracher sur nos soldats qui ont versé leur sang là-bas, cracher sur notre drapeau, cracher sur la mémoire de l'armée française contre les intérêts français. Vous n'êtes pas obligé de répondre, chacun. Est-ce que vous êtes rémunéré pour vos interventions à LCI? Bien sûr. Oui. Bien sûr. C'est une exclusivité qu'on a avec la chaîne. Avant, on intervient sur tous les autres médias et j'ai intervenu, moi, pendant une décennie gratuitement, bénévolement. De mon côté, que les revenus que je touche avec LCI ne sont pas ceux dont je vis. C'est-à-dire que ça couvrirait pas mon loyer. C'est exactement la même méthode utilisée par ces Africains qui critiquent le Mali quotidiennement sur France 24, LCI ou TV5. Mais revenons sur cette remise au pas, parce que ce n'était clairement pas un débat. Titelman et Duchesne sont des trolls en puissance infinie qui ne maîtrisent absolument rien de la réalité du conflit en Ukraine. Ils sont payés pour venir sur LCI taper systématiquement sur la Russie. Ce sont deux propagandistes capables de dire tout et son contraire. Ils touchent de l'argent par chronique, parfois même un forfait mensuel versé par une chaîne dont la ligne éditoriale est connue. La Russie égale méchant absolu et l'Ukraine égale camp du bien. Si tu dérapes une seule fois en expliquant sur LCI que la Russie n'est pas responsable de cette guerre, qu'il y a corruption en Ukraine, que Zelensky a perdu la guerre, mais tu n'es plus jamais réinvité, ton téléphone cesse de sonner et c'est la fin de contrat. En gros, ces gens critiquent la Russie non pas parce que c'est objectivement vrai, mais parce que c'est leur boulot de troll, c'est leur source de revenus et c'est la seule manière de rester dans le circuit télé et de payer leurs factures. Et ce sont eux qui reprochent aux autres d'être payés par la Russie simplement parce que nous disons la vérité, là où eux font que répandre de la désinformation à outrance. Bon, si on devait compter le nombre de fois où ils ont annoncé que la Russie allait perdre la guerre, ou encore les délires de Titelman expliquant que des Ukrainiens auraient combattu à main nue contre 150 soldats nord-coréens, ou que la Russie utilise des machines à laver pour fabriquer ses missiles, mesdames et messieurs,